êtes venus pour écouter Emmanuel Macron. Et donc je vais m'efforcer d'être assez court. Vous savez que pour moi c'est un exercice assez difficile, je vais essayer de m'y tenir. Et donc remercier d'abord vous tous ici présents, si nombreux dans votre diversité, même si je n'ai pas pu saluer chacun et chacune d'entre vous. Je vois que en dehors du nombre, eh bien, vous venez d'origines différentes et ça nous fait plaisir. Remercier celles et ceux qui nous ont accueillis tout au long de cet après-midi, j'espère très riche en découvertes, très riche en initiatives. D'abord, le président de la coopérative de Gland, Armand Beaufort, et toute son équipe, l'équipe du syndicat général de vignerons, la directrice du CIVC, et de nombreux viticulteurs de Gland, mais aussi d'ailleurs. Et puis après, l'équipe du centre hospitalier, son directeur adjoint, mais également le président de la CME et les médecins, mais aussi des infirmières qui nous ont accueillis dans ce centre hospitalier. Et puis, visite dans la ruralité avec un agriculteur, éleveur, qui est aussi boucher, charcutier, puisqu'il nous a amené dans son laboratoire de transformation. Remercier toute la famille Guyon, père et fils. Et puis après, comme on est dans l'innovation, et que je sais que c'est pas seulement une de tes préoccupations, une de tes marottes, c'est une des volontés politiques fortes. Nous sommes allés chez d'autres agriculteurs, L'Étang et Hoche, avec un méthaniseur installé qui s'inscrit dans la valorisation de la ruralité, mais aussi de la transition énergétique, et avec de la création d'emplois. Et puis, je ne sais pas s'il est arrivé, monsieur le maire d'Épaux-Bézu, Étienne Haï, nous a accueillis dans sa commune au tableau numérique, où il nous a présenté ce qu'était la méthanisation, et aussi pour nous dire toutes les perspectives positives qu'il avait à travers la transformation de sa mairie, mais aussi d'être en zone grisée, parce que de temps en temps, on voulait téléphoner, ça ne passait pas, parce que le cher Emmanuel, et puis la problématique de tout ce qui touche au développement numérique à travers la fibre. Donc, merci à toutes ces personnes, ces catégories socio-professionnelles, qui ont accepté avec vraiment beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de générosité, comme tu as pu le vérifier. Il n'y avait rien de préparé, c'était vraiment dans la spontanéité. Alors, certains d'entre vous se posent la question de savoir pourquoi Emmanuel Macron est avec nous cet après-midi. Ça faisait, quand il était ministre, eh bien, je lui avais déjà fait part de la volonté de l'accueillir sur le territoire, et que ce soit chez Essilor, les Verts de Munet, ou même à Villers-Cotterêts, chez Volkswagen. Donc les choses n'ont pas pu se faire. Je t'ai accompagné à la foire de Châlons-en-Champagne au moment où tu venais de sortir du gouvernement, et là tu m'as fait part de ton désir de venir sur le territoire, et c'est ce que nous concrétisons aujourd'hui. Ça ne vous explique pas pourquoi. Parce que je connais, ce serait prétentieux de ma part de dire que je connais bien. Non, je connais Emmanuel Macron depuis qu'il est ministre, et donc à ce moment-là, en dehors des politiques qu'il a proposées, sur lesquelles on peut avoir des désaccords, en dehors de cela, il y avait un élément fort. Alors vous allez dire, c'est du discours contenu, c'est tout ce qu'on voulait, on a l'habitude alors qu'on veut entendre autre chose, mais pourtant quand il y a des réalités, je pense qu'il faut les dire. Eh bien, c'est un des rares ministres, il y en a d'autres, qui soit direct dans la relation. Il n'y a pas besoin de passer par les attachés parlementaires pour discuter, c'était direct. Et cette volonté d'aller vers les parlementaires, de discuter avec eux, dans la simplicité, s'exprimait déjà quand Emmanuel était ministre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est porteur, qui, moi, me touche directement, parce que souvent, on va dire, oui, les ministres, ceci, cela, c'est vrai, il y en a quelques-uns, mais il y a des ministres qui savent être près des gens, proches d'eux, et proches des députés de base. Et donc, j'ai senti ce lien. Et puis après, bon, je ne vais pas m'étendre sur ces épisodes de loi, etc. Ce qui m'est, moi, apparu important, c'est que quand Emmanuel s'exprimait à l'Assemblée nationale, au-delà des convictions qu'il anime, il n'était jamais dans un discours guerrier. Il disait les choses avec conviction, avec fermeté, mais jamais dans l'arrogance.
toujours avec beaucoup de pondération, et toujours avec une volonté de pédagogie, et ce qui pouvait jurer avec d'autres expressions. Et je pense que c'est un élément qui, pour ma part, est vraiment à prendre en compte par rapport à la façon dont se vivent aujourd'hui les relations politiques, les relations dans l'entreprise et le fonctionnement de la société. J'avais vu que là, on n'était pas sur une posture qui reposait sur un esprit partisan coûte que coûte. On était dans la volonté de dialogue, de comprendre et de persuader par la pédagogie. Et cet état d'esprit, c'est ce qui m'a entraîné à vouloir me rapprocher d'Emmanuel Macron aussitôt qu'il a marqué sa différence en sortant du gouvernement. Et donc, quand j'ai entendu la démarche dans laquelle il était engagé, avec cette volonté de dire, certes, au-delà de tout ce qu'on entend et des truismes qui circulent ici et là, le pays ne va pas bien. C'est la crise partout. Rien qui va. Emmanuel dit, avant de prendre des positions quelles qu'elles soient, essayons de comprendre, essayons de faire le diagnostic de ce qui se passe. Le diagnostic, bien évidemment, il y a le nombre de chômeurs, il y a le nombre de pauvres qui nous interpellent. Et vous voyez, moi, je regarde ça avec beaucoup d'attention, parce que ça m'interpelle au profond de moi-même. Il ne s'agit pas de dire on va regarder le pays et mettre des lunettes de couleurs différentes, non, il faut voir la réalité. Et donc, dans cette volonté de regarder la réalité, il y avait aussi une volonté de comprendre. Il ne s'agit pas de promettre le renouveau, la renaissance, si on n'a pas compris. Et aujourd'hui, cette compréhension est d'autant plus nécessaire quand on voit ces déclinologues, c'est ceux qui agitent la peur partout, et qui gagnent du terrain. Et moi, je ne peux pas imaginer que la France soit perçue comme étant un amas de cendres. Non, la France, c'est autre chose. Et donc, cette volonté de dire, moi je veux faire un diagnostic, mais je pointe déjà un élément qui m'apparaît comme étant un postulat de base, même s'il ne sera pas suffisant en tant que tel. Emmanuel, si je me trompe, tu m'arrêteras et tu me contrediras. C'est dire qu'il faut que la France arrête d'être divisée, il faut que la France travaille ensemble, il faut se rassembler. Et il y a des gens du progrès, on peut parler de la droite et de la gauche, pour moi il y a une différence historique, le Front populaire, etc. Mais aujourd'hui, on n'est plus au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On est sur une société qui a profondément évolué. Et donc, comment peut-on réussir à faire travailler les gens de progrès au-delà de leur posture politique? Et ce qui fait défaut, moi je peux le dire, peut-être que tu ne pourras pas, mais moi je fais ce constat. Depuis bientôt 5 ans que je suis député, eh bien, franchement, cette guerre de tranchées entre les camps de droite et de gauche est inacceptable. Le spectacle qui est donné à la télévision française le mardi et le mercredi est indigne. Et donc je pense que ça commence par là. Comment peut-on construire du rassemblement, surtout quand on met de l'huile sur le feu, comme ça a été le cas, quand ce qui se passe tout en haut, et je dis tout en haut, je ne m'adresse pas au président de la République, là, je m'adresse au niveau des parlementaires, ne montre pas cette nécessité de rassemblement. Et toi donc, tu poses comme postulat la nécessité de travailler ensemble, et tu le démontres, en disant, pas de démagogie, il faut, pour que ce pays puisse retrouver, même s'il ne l'a pas perdu, ça reste un grand pays, mais puisse mieux s'atteler aux grands enjeux, aux mutations auxquelles il est confronté, il faut que nous travaillions davantage ensemble. Et ça, c'est le premier élément de la fusée, dans lequel moi j'ai voulu monter, même si la réponse au problème est beaucoup plus complexe. Et là, tu t'exprimeras, tu as pris beaucoup de temps pour écouter, tu as lancé le mouvement En Marche, et j'ai pu voir à Montpellier la pertinence de ce mouvement, hein, à travers les vraies questions, les vraies rencontres. Et donc, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que sans le savoir, j'imagine que par tes fonctions antérieures, de par ton parcours brillant, que tu avais besoin aussi, peut-être qu'on puisse
t'interpeller sur ce qu'est la France diverse, avec ce qu'elle représente la ruralité, l'agriculture et nos territoires. Et donc à plusieurs reprises, je t'ai dit, je pense que tu ne méconnais pas tous ces problèmes-là, mais qu'il est bien que tu puisses venir, les rencontrer, les toucher du doigt, et pour te faire ta propre opinion, que nous ne sommes pas, et tu l'as vu, que ce soit sur la viticulture, une viticulture qui est certaine de sa force, mais qui a besoin d'être encore d'aller plus loin. Et ça a été dit par les viticulteurs, à travers les normes, à travers ça. Les normes, c'est quelque chose de transversal. Ça a été rappelé aussi au niveau de l'agriculture, aussi. Et là, on a pu voir que si l'agriculture souffre, à travers l'élevage, à travers les céréales cet été, eh bien, les agriculteurs, les viticulteurs ne jettent pas le manche après la cognée et qu'ils sont vraiment là et qu'ils en veulent et qu'ils innovent. Et puis tu as pu voir des élus, le maire de Gland, le maire d'Épau-Bézu, qui bien sûr remettent en cause les baisses des dotations, même s'ils disent, oui, quand on a un déficit de plus de 2000 milliards d'euros, eh bien il faut le savoir, et qui acceptent et qui disent d'un autre côté, on veut donner les mêmes chances à la ruralité en matière des infrastructures. Hier, c'était l'infrastructure routière, c'était le gaz, c'était l'électricité. Et nos ancêtres ont réussi à faire que nous puissions avoir tout ça. Aujourd'hui, il y a une infrastructure qui est dominante pour que la ruralité, et ça m'a été dit tout à l'heure, la ruralité c'est l'avenir, pas seulement pour nous, pas seulement pour les agriculteurs, pas seulement nous qui vivons ici, mais c'est l'avenir de la France. Et donc cette ruralité, elle a besoin des nouvelles technologies, de l'innovation, parce qu'on sait bien que c'est l'innovation qui nous permettra de faire face aux grands enjeux, aux mutations dans lesquelles nous sommes. Et là, que ce soit ce gouvernement qui a fait des efforts, et je me souviens, quand je suis allé te voir pour te parler de ça, tu as dit il faut qu'on voit pour que les crédits de la CDC pour financer l'ensemble des infrastructures du très haut débit, eh bien on va regarder avec la CDC. Mais ce qui est inacceptable pour nous qui sommes dans la ruralité, c'est de savoir qu'on ne demande rien aux centres-villes, aux grosses villes, aux communautés urbaines. On ne demande pas une participation financière puisque les opérateurs vont avoir des revenus garantis. Alors que nous, dans la ruralité, je ne sais pas si les élus de la communauté de communes sont là, pour Château-Thierry, c'est 5 millions d'euros. Pour les autres communes, c'est 2, 3, 4, 5 millions d'euros qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir bénéficier d'un service qui est gratuit dans les villes. Alors je t'ai dit, ça c'est une mesure qui permettrait, même si on n'en doute pas à travers les expériences qu'on a vues cet après-midi, la ruralité a confiance. Parce qu'on sait que demain, le développement de ce monde ne sont pas les mégapoles. Même si je reviens, et toi, ton leitmotiv, ton discours politique, ta ligne, c'est qu'on doit proposer les uns aux autres. C'est que la France est diverse. La France est diverse et aujourd'hui, on aligne des politiques, que vous soyez dans la montagne ou en bord de côte. C'est pareil pour tout le monde, on rase gratis, c'est comme ça. Et toi, tu as dit qu'il faut différencier. Et bien moi, je veux aussi qu'on différencie à travers les infrastructures. Il ne s'agit pas de remettre en cause ce qu'on doit faire dans les métropoles, il s'agit de faire pareil pour le milieu rural. Et donc, cet enjeu des infrastructures du très haut débit, c'est la ligne de conduite qu'il faut avoir pour avoir une ruralité qui soit à l'offensive et qui porte le développement de nos territoires comme elle porte le développement de la France. Bien évidemment, derrière tout ça, ce sont des créations d'emplois. Le défi majeur, c'est de retrouver de la création d'emplois dans tous les domaines. Et là aussi, il n'y a pas que, même si tu ne vas pas aimer ce que je vais dire, mais qu'importe, il ne faut pas opposer les uns aux autres. Mais dans le cadre du CICE, du pacte de responsabilité, nous n'avons pas été assez à l'écoute des petites entreprises, des artisans, des commerçants. Donc voilà, au-delà de ce que je te dis avec un petit peu de passion, j'ai encore beaucoup d'éléments, et j'ai déjà été trop bavard, te dire le plaisir que nous avons de te recevoir à Château-Thierry. Et puis En Marche, je ne l'ai pas créé, mais je sais que de nombreuses personnes qui sont dans cette salle souhaitent que le mouvement puisse s'engager. J'ai été interpellé par la Manche dimanche matin, on me dit alors, quand tu vas créer En Marche? Ben, j'ai dit, c'est à vous de le faire si vous voulez que nous marchions tous ensemble et pas seulement avec les élus. Merci à toi. Merci à toi. Bonsoir mesdames et messieurs. Et pardonnez-nous à nouveau pour le retard avec lequel nous sommes arrivés, qui est dédié à cette odyssée qui a été la nôtre cet après-midi autour de Château-Thierry. Merci beaucoup pour ces mots, pour ton engagement et pour cet accueil. Je
Je ne vais pas vous parler très longtemps, je pense que c'est beaucoup mieux que je réponde surtout à vos questions, toutes les questions que vous voulez au fond poser. Mais peut-être livrer, en complément de ce que le député maire vient de dire, quelques convictions qui sont nos défis contemporains et que je crois les quelques heures qu'on a passées ensemble illustraient parfaitement. Au fond, nous sommes dans un monde qui bascule. Ça fait 30 ans qu'on explique aux Français que c'est un monde en crise, parce qu'on a quitté les 30 Glorieuses qui avaient vu un modèle parfaitement réussir au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas simplement un monde en crise, c'est un monde qui est en train de basculer, de profondément se transformer. Et le risque avec cette transformation, c'est qu'on n'en voit au fond que les éléments d'inquiétude, que l'angoisse que ça suscite, sans en voir les opportunités, qu'on ne cède au fond qu'aux éléments de division, sans voir ce qui nous rassemble. C'est exactement ce que la transformation économique, numérique, énergétique est en train de nous faire vivre, ce que l'apparition ou la réapparition de risques géopolitiques, avec le terrorisme d'une part ou les grandes migrations d'autre part, sont en train de faire vivre à nos sociétés. Et au fond, nous avons le choix entre deux regards. Et la politique, il y a une histoire, il y a en effet des représentations, la droite, la gauche, on le sait bien, mais c'est avant tout l'histoire d'un regard et d'un projet. Et au fond, le défi qui nous est collectivement posé, c'est de savoir si nous voulons surtout être anxieux du monde qui advient et nous diviser face à ce monde, ou essayer de nous rassembler pour l'affronter avec les changements qu'il va nous imposer, mais en même temps pour saisir les opportunités qu'il présente. Et au fond, c'est la question qui vous est posée, parce que, Jacques l'a redit, nous avons plusieurs France. Il y a la France des métropoles, qui sont en train de gagner dans la mondialisation, qui sont profondément encouragées par le numérique, la création de valeur. Et nous sommes dans une hyper-mondialisation de l'instantanéité qui fait qu'au fond, ces métropoles sont chaque jour plus fortes. Et vous avez un effet de concentration des richesses. Cette métropolisation du pays, de tous les pays, donc on voit ce phénomène se jouer partout, s'accompagne d'une augmentation des inégalités. Et donc on a des inégalités géographiques et en même temps des inégalités sociales qui sont en train d'exploser. Pourquoi ? Parce que à la fois le numérique et la financiarisation du monde sont en train d'accroître là aussi les inégalités, très profondément. Ça n'existe plus le temps où vous pouviez rentrer dans l'entreprise au bas de l'échelle et puis progresser. C'est fini. D'abord parce que le contrat tout au long de la vie dans la même entreprise, ça n'existe plus. On n'en crée quasiment plus. Et puis parce que, au fond, le numérique est en train de remplacer beaucoup des tâches des classes moyennes. Et donc, il faut repenser aussi, vous voyez, la mobilité sociale, la relation au travail dans ce monde qui va et qui crée des inégalités. Ça, c'est la première France, celle des métropoles. Il y a une deuxième France, celle où on est, qui est cette France des métropoles intermédiaires, des villes de province. J'en viens, vous savez, je suis né à Amiens, donc dans cette même région historiquement. Et vous avez toute cette France inquiète, des villes intermédiaires, de la France périurbaine, comme certains l'appellent, ou rurale, qui ne s'est pas développée ces dernières années au même rythme que les métropoles, qui a des spécificités parce qu'il y a une ruralité conquérante, il y a une ruralité qui perd de la population, il ne faut jamais tout mettre dans le même sac, mais qui est face à des défis qui sont les défis de l'accès par les transports, par le numérique, qui est la capacité à recréer d'autres formes d'emploi sur le territoire et se développer. J'y reviendrai, c'est celle-là aussi qui a besoin d'innover. Et l'erreur que nous commettrions, ce serait de penser que, au fond, l'innovation n'est réservée qu'aux métropoles et aux grandes villes. C'est faux, très profondément. Puis il y a une France des quartiers, qui connaît des très grandes difficultés. Cette France que, au fond, nous avons ghettoisée, collectivement, qui a été la victime des politiques urbaines des années 60-70, de notre volonté, au fond, d'agréger des populations à chaque fois qu'elles arrivaient dans ces quartiers. Ensuite, de faire des politiques de rénovation, ce qu'on a appelé des politiques de la ville, mais pour les assigner à résidence, et qui sont en train de vivre eh bien, des grandes difficultés économiques, sociales, parfois aussi de communautarisme, et donc des difficultés liées à la sécurité, qui sont aussi de véritables défis. Ces France sont profondément multiples. Elles ont des défis très différents. Mais l'erreur, ce serait de penser qu'on réussira en les divisant ou en ne parlant qu'à l'une. Et donc le défi qui est le nôtre, c'est de réconcilier ces France autour d'un projet commun.
d'une énergie commune qui est la nôtre, mais avec au fond des réponses multiples. Et c'est un peu ça le projet que je veux que nous portions. Parce que les défis qui nous sont posés, comme j'ai promis d'être court dans ce propos liminaire, je ne vais pas les détailler, mais on pourra, au gré de vos questions, y revenir, c'est de répondre à quelques questions fondamentales. Comment nous voulons produire dans notre pays? Comment nous voulons répondre à ces inégalités? Comment nous voulons répondre aux défis de l'insécurité? Et quel rapport nous voulons avoir à l'Europe? Et ce faisant, au reste du monde. Ces 4 défis, je ne suis sans doute pas exhaustif, mais ce sont des défis fondamentaux. Si on ne sait pas apporter une réponse, on ne sait pas dire ce que l'on veut pour le pays aujourd'hui et pour demain. Et c'est vrai que ce que j'ai constaté, notre député maire l'évoquait dans son expérience parlementaire, c'est qu'au fond, aucun des grands partis politiques actuels n'apporte une réponse cohérente à ces défis. Parce qu'ils se sont constitués dans une autre histoire, dans un autre contexte. Et sur ces 4 défis, ils sont profondément divisés. Il y a une gauche qui ne veut pas réformer le modèle social. Il dit il est bon, il est efficace comme ça. Il y en a une qui souhaite le faire. La même chose à droite. Il y a une gauche qui ne croit plus dans l'Europe. Une autre qui croit dans la droite. Et qui croit dans l'Europe. L'autre, c'est exactement le même clivage que vous avez à droite de notre échiquier politique. Vous avez des gens qui vous disent les inégalités, qu'importe, c'est une question de mérite. Il y a des gens qui réussissent moins bien que d'autres, ils n'ont pas de chance. C'est la vie. Mais ça ne tiendra pas. Si ces inégalités, on ne les explique pas et on ne les corrige pas, le pays explosera. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni, la conséquence de ces inégalités, ce qui se passe aux États-Unis, dans des pays qui acceptaient au fond ces inégalités infiniment mieux que nous. Et en même temps, la réponse classique de gauche, qui consistait à dire des gens réussissent trop bien, on va s'occuper d'eux en les empêchant d'aller au-delà d'un certain niveau, ou en les taxant pour redistribuer, ça ne fonctionne plus non plus, parce que dans ces cas-là, les gens qui réussissent très bien s'en vont dans une économie ouverte. Et donc vous voyez bien que la réponse, elle se trouve dans une égalité des chances. Ce qui est insupportable, ce n'est pas que mon voisin réussisse, s'il a innové, s'il a inventé quelque chose, s'il est travailleur. Le français est parfois jaloux, donc il vous dira c'est insupportable quoi qu'il ait fait. Il ne faut pas se laisser, en quelque sorte, aller dans ses passions tristes. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'avec les mêmes talents, parce que je ne suis pas né dans la même famille au même endroit, je ne pourrais pas avoir accès à la même chose. Or, en France, dans notre système, c'est ça aujourd'hui. On a une école qui reproduit les inégalités. On a un système universitaire qui reproduit les inégalités. On a un marché du travail qui vous installe dans un statut qui ne vous permet plus de bouger. Et puis, le rapport à la sécurité et à notre droit, à notre état de droit, nous pose les mêmes défis. Vous voyez bien que face à ce que nous sommes en train de vivre, le terrorisme, les grandes migrations, au fond, il y a une promesse qui est faite aux Français qui est de dire on va vous protéger de l'autre, de l'étranger. On va revenir à une identité totalement fantasmée, qui est ce que nous avons toujours été. Ce n'est pas si vrai. Et puis de l'autre, des gens qui disent que ça n'a pas de problème, qui les minimisent, et nous sommes devenus un pays cosmopolite, tout ça va bien se passer, surtout quand on ne vit pas dans les quartiers qui sont soumis à ces tensions, qu'on ne croise pas les populations en question. La réalité, c'est que nous sommes à un des moments de défi de notre histoire. Moi, je ne crois pas au déclinisme, et je ne crois pas à celles et ceux, beaucoup sont en train de préparer cette élection présidentielle en disant « notre pays va au désastre », prétendant en creux qu'ils ou elles sont la femme ou l'homme providentiel qui permettra de le sauver. La France en a subi bien d'autres, et elle a toujours tenu. Ce pays est solide, et il est fort. Mais c'est à un moment de défi historique qu'il est en train de vivre. C'est un moment de défi, qui est de savoir s'il sait se tenir debout avec ses valeurs en se réinventant, ou s'il a envie de céder à des peurs. Il l'a déjà fait par le passé. Et tout ce que nous sommes en train de vivre, nous l'avons déjà vécu. Ne nous trompons pas. La peur de l'autre, la promesse du repli sur soi, la tentation de la division interne et de la guerre civile, la capacité à dire l'ennemi, c'est le migrant ou le musulman, parce que ça nous soulage tous de nos propres turpitudes, on l'a déjà fait avec d'autres religions, avec d'autres catégories sociales. Ça n'a jamais bien fini. Puis, il y a une autre volonté, qui est fort de ce que nous sommes, d'essayer d'aller de l'avant et de réinventer les choses. C'est ce que nous avons vu cet après-midi. On l'a vu à travers l'innovation qui est faite sur votre territoire, l'innovation faite dans votre exploitation agricole que les uns et les autres portent, c'est-à-dire d'inventer un nouveau modèle. Parce que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère où le travail ne sera pas le même.
où en effet les agriculteurs eh bien, vivront de leur production mais différemment, en la valorisant sous d'autres formes, en étant aussi des producteurs d'énergie, en participant à la transformation environnementale, en se développant aussi par le numérique. Mais derrière ça, ça veut dire qu'il faut revoir notre organisation collective. On ne peut pas le faire avec les structures de l'après-guerre. Ça veut dire que le système actuel, où on finance tout le modèle social par le travail, ne fonctionne plus. Parce que vous avez une telle concurrence et de telles injustices qui sont liées à ça que vous devez aujourd'hui accepter le fait qu'au fond, face à ces grands risques que notre société a à vivre, le chômage, la vieillesse, la maladie, la nécessité de se reformer, eh bien il faut repenser une autre forme de sécurité sociale. Il faut repenser un autre financement. Ça ne peut pas être que le travail. Regardez sur qui est en train de se concentrer la charge aujourd'hui. Vos commerçants, vos artisans, vos agriculteurs, les salariés du secteur privé, de moins en moins de personnes qui portent le financement du modèle social pour tout le monde. Ces risques, nous les vivons tous et toutes. Donc on doit les financer différemment. Et on doit aussi les gérer différemment. Ça veut dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut plus les gérer, en quelque sorte, en tuyau d'orgue, où le fonctionnaire n'a pas la même chose que le salarié du secteur privé, que l'agriculteur, que le commerçant. C'était pour une société de rattrapage. Nous sommes dans une autre société. Les gens veulent de la transparence. Ils veulent avoir les mêmes droits, quel que soit leur statut. Parce que vous, dans la vie qui s'ouvre à vous, je parle aux plus jeunes en particulier, vous n'allez pas avoir la même vie que vos parents ou vos grands-parents. C'est une certitude. Vous ne serez sans doute pas toute votre vie dans la même entreprise, peut-être même pas dans le même secteur, et sans doute pas avec le même statut. Et donc l'idée qu'on n'a pas les mêmes droits quand on est salarié ou entrepreneur ou indépendant ou que sais-je, ne tiendra plus. Parce que ce seront de trop grandes injustices et des rigidités dans une société qui est une société de la mobilité. Voilà, rapidement brosser quelques-uns des défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Moi, je veux plutôt répondre à toutes vos questions utiles, mais vous voyez, je crois très profondément dans notre pays. Je crois que la bataille que nous avons à conduire dépasse les clivages, parce qu'au fond, les partis ne pensent plus depuis des décennies, et les partis ne se sont pas organisés pour faire face à ces défis. Par contre, il y a dans le pays une énergie folle. Et il y a une bataille à mener, qui est la bataille contre le déclin, contre le ressentiment, contre la peur. Parce que notre pire ennemi, c'est la peur du changement. C'est cette peur qui fait faire des bêtises. C'est cette peur qui nourrit le ressentiment. Et donc oui, le défi qui est le nôtre, c'est de donner à voir ce monde qui est devant nous, qui est bourré d'opportunités, d'accepter des changements parfois radicaux qu'on doit faire ensemble. Et non pas de proposer telle ou telle réforme. Moi, ce mot, je n'en peux plus. Je l'ai moi-même porté quand j'étais ministre. Ça fait 30 ans qu'on propose des réformes aux Français. C'est une profonde transformation que nous avons à vivre. Parce que c'est un temps de renaissance que nous sommes en train de connaître. C'est un temps de renaissance. Notre organisation spatiale, territoriale, politique est en train d'être repensée parce qu'elle est percutée par tout ça. Notre organisation économique, sociale aussi. Nos représentations sont en train de changer. Parce que ce monde est bouleversé. Il ne faut pas penser que le numérique est simplement une anecdote, un changement technologique mineur. Il a le même impact que l'imprimerie au moment où c'est inventé. Vous savez, qu'est-ce qui a fait la renaissance dans nos sociétés? C'est le moment où Gutenberg a inventé l'imprimerie, où Christophe Colomb a découvert un autre continent et où tout a changé. Les modes de production, mais aussi les imaginaires, les organisations collectives. Et nous vivons un moment, vous le voyez bien toutes et tous, où nos imaginaires se transforment, où notre relation à l'autre est en train de se transformer, notre façon de produire, d'être dans les territoires se transforme. Et donc nous avons toutes et tous notre place à trouver. C'est ça le défi collectif qui est le nôtre, en tout cas. C'est ce pourquoi nous allons œuvrer et nous battre. Je ne serai pas plus long, je veux surtout répondre à vous.